combat terrestre ou naval, mais qu'Orivo se cavale, de Paris jusqu'à Laval, menton visage ovale, c'est bien moi l'heureux rival, c'est bien moi l'heureux rival. Combat terrestre ou naval, mais qu'Orivo se cavale, de Paris jusqu'à Laval. Pour les besoins d'une rime, Alfred Jarry utilise le nom de sa ville natale, Laval, qu'il idéalisera dans beaucoup de ses écrits. Une ville à laquelle il sera étroitement lié tout au long de sa courte vie, 34 ans seulement. Dans ses notes sur Alfred Jarry, Charlotte, sa sœur de 8 ans son aînée, écrit « Le 8 septembre commence, dans la coquette ville de Laval, la fête de Langevine. Les promenades sont couvertes de cirques, de baraques. C'est un vacarme de musique, de hurlements des lions des ménageries. » C'est donc dans cette ambiance de cirque, pour lequel il se passionnera toujours, qu'Alfred Jarry voit le jour un 8 septembre à 5 h du matin, dans la maison familiale située sur le quai de la Mayenne. Nous sommes en 1873 à Laval, chef-lieu du département de la Mayenne, 24 200 habitants, le maire est Charles Toutain. Son père, Anselme, va déclarer l'enfant à la mairie. Dans la journée, Alfred Jarry est ondoyé par Félix Élie, vicaire de la paroisse de la Trinité. C'est ce même vicaire qui le baptisera dans la cathédrale de Laval le 8 juin 1874. Selon Charlotte, son frère jouait avec l'étole du prêtre comme un jeune chat. Le parrain est son oncle Julien-René Jarry et la marraine, sa sœur Charlotte, marraine qui devra être préalablement baptisée puisqu'elle ne l'était pas encore. Alfred Jarry est le fils d'un négociant en toile, Anselme Jarry, dont les ancêtres se sont installés au XVIIIe siècle à Grenoux. Les Jarry, dont le nom est assez répandu en Mayenne, ont été baptisés, mariés et enterrés dans la petite église romane de Grenoux. Ils étaient maçons, menuisiers, et allaient chercher leurs épouses à moins de 10 km de Laval, Saint-Berthevin, Louvernay. Alfred Jarry reniera d'une certaine façon cette ascendance purement mayonnaise. Il voudra s'approprier des ancêtres nobles et illustres, se cherchant du côté maternel une lointaine filiation avec un compagnon de Guillaume le Conquérant. L'emplacement de la maison natale d'Alfred Jarry est toujours sujet à polémique. Pourtant, 2 spécialistes lavallois de Jarry l'ont situé avec précision le long du quai Jehan-Fouquet. Jules Troel, le premier, incite le conseil municipal en 1947 à débaptiser la rue des Pompes pour la renommer rue Alfred Jarry, car proche, selon lui, de la maison natale. Il y eut surtout, en 1966, Jean-Pierre Bouvet, qui situe avec certitude le lieu de naissance de Jarry entre la maison dite Bordeaux du Chemin et le magasin d'un tailleur. En 2007, la maison natale de Jarry est occupée par l'étude d'un huissier, ironie de l'histoire quand on connaît les démêlés de l'auteur avec cette profession. Pendant près de 6 ans, Charlotte et Alfred Jarry vont vivre une enfance heureuse dans la maison familiale qui avait une grande volière pleine de jolis oiseaux, un joli jardin rempli de fleurs, un rocher artificiel, fontaine avec des iris. En mai 1878, Alfred Jarry prend le chemin de l'école qu'il décrit poétiquement dans L'amour absolu. Quand il eut 4 ans, Madame Joseph le conduisit tous les matins elle-même à la classe des minimes du lycée de la ville. Par une côte escarpée, praticable qu'à force de spirale, un ruisseau pavé, noyau de la Vis, et qu'on appelait le Roquet. Puis, par une petite ruelle tortueuse aussi, où il s'enorgueillissait de la sûreté nouveau-née de sa marche, à suivre la bordure du trottoir, lui semblant, à longer le ruisseau, côtoyer un gouffre. Et, la porte ferrée franchie, dans le jardin fleuri qu'on disait la cour, sa solitude s'affirmait du baiser du départ de sa mère. Madame Maria Venel est l'institutrice de Jarry, directrice sévère. Selon Charlotte, qui ajoute « Monsieur Foliolet, un beau prêtre, était proviseur. C'est à lui que parlaient les mamans. »
Alfred Jarry est un élève modèle, cité dès sa première année scolaire au palmarès des élèves qui ont mérité une récompense pour application et bonne conduite. Sur cette liste sont reconnaissables les noms des premiers camarades de Jarry qui apparaissent dans L'amour absolu. La Meckerbach, Georges Merkelbach, la Ziner, Jules Ziner, la Xavier. Xavier Genet. Suite à la faillite commerciale d'Anselme Jarry, son épouse Caroline le quitte en 1879, emmenant avec elle ses 2 enfants à Saint-Brieuc chez son père. Dès son plus jeune âge, Alfred Jarry s'adonne à des activités sportives. En 1889, il séjourne à Laval chez son père pour pratiquer l'escrime, comme en témoigne un article de journal de l'époque. Participent à cette rencontre 2 futures relations de Jarry, Gaston Roy et Henri Buquet. Cette même année 1889, Alfred Jarry pratique un autre sport qu'il affectionnera, le cyclisme. Alfred Jarry est admis en tant que membre de la section lavalloise du Vélocipède Club. Présent à cette réunion, Jules Trochon, un jeune commerçant lavallois qui vient d'ouvrir un magasin de cycles près de la maison natale de Jarry. Dès le début de sa vie d'adulte, Alfred Jarry contractera des dettes. En septembre 1893, il a 20 ans lorsqu'il refuse un pardessus commandé par son père chez le tailleur Quinchon. Anselme Jarry refusant de régler la note, le tailleur remet l'affaire entre les mains de la justice qui condamne Jarry père à payer le pardessus au triple de sa valeur. Après son arrivée à Paris en 1891, Alfred Jarry sèche les cours du lycée Henri IV et fréquente les galeries d'art. Il devient critique d'art et fait un compte-rendu du Salon des Indépendants de 1894 où expose un autre Lavallois, le douanier Rousseau. De Henri Rousseau, surtout la guerre, elle passe effrayante. De ses comme perronnier, le cheval tend dans le prolongement effaré du cou sa tête de danseuse. Les feuilles noires peuplent les nuages mauves et les décombres courent comme des pommes de pin parmi les cadavres aux bords translucides d'axolotes étiquetés de corbeaux au bec clair. Henri Rousseau est né en 1844 porte Becheresse. Il a fréquenté le lycée de Laval avec le père de Jarry et a pu y croiser Villiers de l'Isle-Adam. Une amitié sincère va naître entre le peintre et son jeune compatriote. Il l'héberge à Paris après son expulsion du 78 boulevard de Port-Royal. Rousseau va faire un portrait de Jarry, hélas disparu, découpé ou brûlé dans un geste autodestructeur par le modèle. La tombe du douanier Rousseau est située dans le jardin de la Périne avec une épitaphe de Guillaume Apollinaire, ami des 2 Lavallois. Alfred Jarry revient à Laval en mai 1894, rue de Boutz, au chevet de son oncle et parrain Julien René, dont la mort survient le 21 juin. Alfred Jarry se confie dans une lettre à son ami parisien, Alfred Valette, directeur du Mercure de France. Votre envoi du Mercure ce matin était attendu avec impatience. Ennui d'une maison où est un malade et qui sera encore moins gai d'ici quelques jours ou quelques heures, dehors, ni livre ni revue, et la curiosité badaude des indigènes quand on sort. Durant cette même année 1894, Jarry a 21 ans et doit accomplir ses obligations militaires. Il tire un mauvais numéro et devra effectuer un service de 3 ans. Malgré la sollicitation de sa sœur Charlotte auprès d'un député, il ne peut être incorporé à Paris, mais rejoindra finalement Laval. Le 13 novembre 1894, il arrive au 101e régiment d'infanterie, dans les bâtiments de la caserne Corbineau. Alfred Jarry est affecté dans la section du sergent Gaston Roy, qui évoquera en 1947 le souvenir de Jarry à la caserne et rapportera la fameuse anecdote. Soldat Jarry, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, sergent. Quoi? De balayer la cour, sergent. Eh bien, nom de Dieu, balayez la cour, c'est clair, hein? Oui, sergent. Mais dans quel sens? L'armée donne une description physique de Jarry. Cheveux, châtains. Sourcils, châtains. Yeux, châtains. Front, droit. Nez, moyen. Bouche, moyenne. Menton, rond. Visage,
ovale, taille 1,61 m. Deux héros de Jarry ont le visage ovale. Le rival heureux, qui a aussi le menton rond dans L'objet aimé, et André Marqueuil, le surmâle avec des pieds extraordinairement petits, comme ceux de Jarry qui chaussait du 36. Au dire de Charlotte, son frère bénéficie d'un traitement de faveur à la caserne Corbineau. Docteur Dupré, ami du père, souvent des permes pour aller à Paris, commencez à écrire. En effet, Alfred Jarry écrit des articles pour l'Imagier, revue fondée avec Rémy de Gourmont. Ainsi, dans le numéro 3, Jarry cite la Vierge et l'Enfant de Notre-Dame d'Avennières. Alfred Jarry transposera sa vie militaire à Laval dans un roman publié en 1897, Les jours et les nuits, roman d'un déserteur. Il y décrit le trajet dans Laval suivi par son héros Sangle de la caserne Corbineau, qu'il appelle La caserne des Corneilles. jusqu'à la caserne Ferrier, lieu du champ des manœuvres. À l'horizon, le héros découvre Dans la grande prairie, près du champ de manœuvre, inclinée et si haute vers la fin, et les haies, qu'il semblait qu'il n'y eût que du ciel vert. Un clocher grêle en forme d'émouché, déployé, immobile, comme l'ombre de sa proie. Notre-Dame de Pritz des Périls, décrite aussi dans le roman La Dragonne. Tu sais bien, l'église ressemble à une grange. Jarry affectionnait particulièrement les croix qu'on trouve aux intersections des routes, en Mayenne et en Bretagne. Par-delà les peupliers, une croix ancienne qu'il a cherchée longtemps, comme en rêve, la sachant là, avant de la découvrir, où, au lieu du Christ, sont crucifiés les accessoires de sa passion et un ciboire de bois. La maladie va permettre à Jarry d'échapper à sa condition de soldat. Après un passage à l'hôpital de Laval et son transfert au Val-de-Grâce à Paris, il sera réformé définitivement le 14 décembre 1895 pour Lithiase biliaire chronique. Certificat de bonne conduite accordé. Quand Alfred Jarry décide de changer sa vieille bicyclette, il s'adresse à une ancienne connaissance, le marchand lavallois Jules Trochon. En novembre 1896, il lui commande une bicyclette Clément Luxe 96, au prix de 525 francs, somme considérable pour l'époque. Jarry ne réglera jamais cette facture, se contentant de verser 25 francs seulement. Le malheureux commerçant se verra affublé du patronyme de Trocon dans Gestes et opinions du docteur Faustrol. Dans cette affaire du vélo, Jarry usera de sa tactique habituelle lorsqu'il est confronté à des créanciers et harcelé par les huissiers. Il diffère les versements et il invoque sa bonne foi. Alfred Jarry utilisera le jargon des huissiers pour faire sa propre littérature, comme en témoigne le premier chapitre de Gestes et opinions du docteur Faustrol. Durant la décennie suivante, à partir de 1896, aucune présence prolongée de Jarry à Laval n'est attestée. À Paris, il avance le pion Ubu et fait représenter sa pièce Ubu-Roi en décembre 1896. Merde! Le scandale orchestré par Jarry lui-même le rend célèbre. Jules Renard, familier de l'auteur, assiste à la représentation et note dans son journal « Si Jarry n'écrit pas demain qu'il s'est moqué de nous, il ne s'en relèvera pas !» L'homme de lettres à Paris, comme Alfred Jarry se définit lui-même, vit de sa plume, publiant un livre par an jusqu'en 1903 et écrivant des articles de journaux, dont l'un, en 1901, sur l'affaire de l'abbé Bruneau. Loin de Laval pendant près de 10 ans, Alfred Jarry revient le 11 mai 1906 sur les conseils de ses amis parisiens. C'est un homme déjà malade, miné par les privations et fuyant les créanciers qui regagnent sa ville natale. Jarry transpose ce retour dans La Dragonne. Pour franchir les 10 ans qu'il avait laissé s'interposer entre lui et son passé, le train en avait pour 6 heures.
En 1906, c'était exactement le temps pour aller de Paris à Laval en train. À son arrivée à Laval, Alfred Jarry se rend dans un appartement loué avec sa sœur Charlotte au 3e étage, sous les toits du 13 rue Charles-Landel. L'appartement a une baignoire et les commodités dernier cri. Alfred Jarry y habitera de mai 1906 à mai 1907, effectuant de courts séjours à Paris ou en Bretagne pendant cette période. Il se découvre une nouvelle passion, la photographie. Dans la première photo prise ce matin de nous, de notre fenêtre, il y a derrière nos oreilles une cathédrale et des gargouilles. Durant les 2 dernières années de sa vie, Alfred Jarry va écrire de nombreuses lettres. Elles parlent, surtout celle adressée au docteur Saltas, de sa précieuse santé. Car Jarry a failli mourir entre le 25 et le 29 mai 1906, une grave fièvre cérébrale. Il est soigné par le docteur Henri Buquet, qui le visite plusieurs fois par jour. Le 27 mai 1906, il dicte à sa sœur le plan de son dernier roman, La Dragonne, qu'il ne pourra pas achever. Le 28, il rédige son testament, une lettre à son amie Rachilde, épouse d'Alfred Valette, et reçoit même l'extrême-onction. Mais il en réchappe et écrit à Rachilde qu'il n'a aucun souvenir d'avoir été malade. Et à Valette que tout va toujours de mieux en mieux. Plein d'attention pour son amie Rachilde, Jarry accompagne ses courriers de cadeaux. Une belle boîte de Dormino, des modestes joujoux pour Minouflette, quelques bonbons. Il reprend toutes ses activités habituelles, les promenades dans Laval qu'il trouve monotones, la bicyclette que Valette lui enverra par le train, le tir au pistolet, l'escrime dans la salle d'armes de Félix Blaviel, se faisant photographier dans des poses flatteuses afin de rassurer ses amis, et surtout la pêche à la ligne. La pêche tient autant d'importance dans la vie de Jarry que la littérature. Il réunit les 2 activités dans un chapitre de Messaline sur la pêche au mulet. Il possède un canot qu'il dénomme l'As, avec lequel on pratique la pêche au fourneau, c'est-à-dire aux gros poissons sur la Seine en 1898. À Laval, Alfred Jarry fréquente ces lieux de pêche familiers tout en regrettant l'ombrage des bords de Seine. Ici, nous pouvons à peine pêcher à la ligne, les bords de la Mayenne n'étant ombragés que de saules plutôt nains. Alfred Jarry continue à lire Cela va de soi. Il va se documenter à la bibliothèque assez curieuse, dirigée par Joseph Cahour et comme dit-il, je connais personnellement le maire. On me laisse emporter les volumes chez moi. Il lit Fenimore Cooper et un feuilleton, Les propos du bonhomme, signé Maître Quéru dans le journal de Laval, journal dirigé par Émile Lelièvre. Un des plus vieux amis de ma famille. Alfred Jarry connaît les plus grandes personnalités lavalloises, le maire Victor Boissel donc, l'architecte Léopold Ridel et l'évêque Grelier, qu'il baptise l'évêque Grillon, car il le soupçonne de manger rillettes en carême. Il est reçu par la bonne société lavalloise et est invité à des repas qui lui rappellent les déjeuners du phalanstère de Corbeil en 1898. Les dettes se multiplient. Pour éviter une saisie, pendant l'été 1906, il feint de vendre ses terrains de Corbeil à sa sœur. Cette vente est fictive car il a fait enregistrer un acte de rétrocession en double. C'est un homme aux abois, réduit à vivre d'expédients et à ruser pour échapper aux poursuites des créanciers trop pressants. Ernest Auger, le propriétaire du 13 rue Charles-Landel, réclame en mai 1907 les loyers impayés. Alfred et Charlotte répondent par la fuite et réintègrent l'immeuble de la rue de Boutz qui appartient à Charlotte depuis la mort de leur père en 1895. Il laisse dans le quartier près de la cathédrale d'autres créanciers, le boucher Turpin, la boulangère veuve Tribondeau, le charcutier Piget, l'homme aux fausses rillettes, le cafetier Pomard, bien sûr, sans oublier le docteur Henri Buquet, le pharmacien Émile Labbé, son ami. De retour à Paris, il lui enverra d'ailleurs une carte d'excuses.
Les ressources financières d'Alfred Jarry se limitent au loyer des locataires Ses fidèles sujets, du 13-15 rue de Boutz. le tripode des ancêtres. Jarry appelant tripode ses habitations. Début octobre 1907, une somme d'argent envoyée par ses amis parisiens lui permet un dernier voyage à Paris. Paris, où Alfred Jarry meurt à l'hôpital de la Charité le 1er novembre 1907 à 4h15 de l'après-midi d'une méningite tuberculeuse. Il est enterré le surlendemain au cimetière de Bagneux. L'exécuteur testamentaire choisi par Alfred Jarry dès 1906 est Alfred Valette. Le 17 novembre 1907, il dresse un état de l'actif et surtout du passif pour le notaire de Charlotte. Ce même jour, Rachilde renonce par écrit au legs de Jarry de ses terrains de Corbeil. La situation financière inextricable d'Alfred Jarry va réduire sa sœur Charlotte à la misère la plus noire. Pour éponger une partie des dettes de son frère, elle devra vendre à perte en décembre 1907 l'immeuble de la rue de Boutz, dernier fleuron immobilier lavallois des Jarry. Un siècle plus tard, la valeur des manuscrits, des éditions précieuses et des livres d'artistes conservés dans les bibliothèques et les archives de Laval constitue un trésor inestimable. Laval peut s'enorgueillir de posséder l'un des plus importants fonds patrimoniaux concernant un enfant turbulent qu'elle a vu naître. Alfred Jarry. Puisse Laval continuer encore longtemps à glorifier la gitouille du père Ubu, consciemment ou non. C'est pas ta